est assez dense et la rentrée pour nous catastrophique. Et nous travaillons à ce qu'elle soit du coup la plus combative possible pour défendre les personnels d'une part et puis pour cesser le démantèlement du service public d'enseignement supérieur et de recherche d'autre part. Alors ce matin sur France Inter, Michel Musso, président démissionnaire du comité des programmes, en réponse à un auditeur qui me posait la question sur le tirage au sort, disait qu'il était quand même la résultante de l'indigence du financement de l'enseignement supérieur depuis déjà une dizaine d'années. Enfin, on va dire, certains décisionnaires et politiques prennent la mesure de la situation. Alors, les difficultés justement de l'algorithme APB cet été, à proposer une affectation à tous les bacheliers, ont révélé à nos concitoyens justement ce sous-financement qui conduit à ne plus pouvoir accueillir et faire réussir les étudiants dans les filières qu'ils plébiscitent. 10 000 étudiants n'ont pas obtenu leur affectation en STAPS cette année, et sur les 65 000 bacheliers qui n'avaient pas eu de proposition d'affectation en juillet, combien ont dû renoncer à leur projet d'études supérieures? Combien ont dû se retourner vers l'enseignement privé? Combien ont accepté une affectation dans une formation éloignée de leur projet professionnel? Pour qu'il n'en demeure, in fine, que 3 000, pour lesquels on n'a pas encore de proposition selon le ministère. Quant à ceux qui ont pu s'inscrire dans les formations de leur choix, nombreux sont ceux pour lesquels les conditions d'études ne sont pas satisfaisantes pour garantir leur réussite. En STAPS à Montpellier, 700 étudiants sont accueillis dans un amphi de 500 places. À Lyon, en STAPS encore, les TD sont reportés entre midi et 2, faute de salles disponibles. Et dans certaines universités, les créneaux s'échelonnent jusqu'à 21h30. Rennes, en STAPS également, grève des enseignants le mardi 19 septembre pour protester contre le manque de moyens adaptés à la croissance des effectifs décidé par le recteur. Et l'épuisement également des enseignants-chercheurs face au non-remplacement des collègues en congé maternité ou en congé maladie. En STAPS à Strasbourg, pour accueillir 200 étudiants supplémentaires, les capacités d'accueil ont été montées de 500 à 688 étudiants. Et ce pour 1 500 € de plus, alors qu'on sait que l'investissement, normalement, dans une année de STAPS, c'est plutôt autour de 8 500 à 10 000 étudiants, à 10 000 €. Alors bien sûr, dans ces conditions, il faut dédoubler les cours en amphithéâtre, il faut recruter d'urgence des vacataires pour les TD et les TP, et on constate que les normes qui s'imposent aux pratiques civiques et sportives ne sont plus respectées. À Paris 13, département d'informatique, de l'Institut Galilée, l'Assemblée générale de rentrée a voté le report des cours pour protester contre le manque de personnel enseignant de nouveau. 25% des cours ne sont pas couverts et seulement 50% sont couverts par des enseignants titulaires. C'est la même chose à Lille, en sciences politiques. Face à la croissance du nombre d'étudiants, 16% en L1, 20% en L2, 100% en L3. Il n'y a plus suffisamment d'enseignants pour assurer les TD. Les cours sont reportés. Là encore, les titulaires ne peuvent assurer que la moitié de l'enseignement et ils sont en recherche de vacataires pour pouvoir assurer l'ensemble des cours et les TD. Et en sciences humaines à Rouen, ça a été aussi diffusé, il n'y a plus de locaux dédiés pour dispenser les cours. Donc, on le constate, le statu quo n'est plus possible. C'est pour ça que nous avons accepté de participer aux 55 réunions organisées par le ministère en cette rentrée, organisées en 11 groupes de travail, pour évoquer des alternatives face à l'accès en licence et à la réussite de l'ensemble des étudiants. Mais nous le faisons avec combativité et fort de nos revendications. Je dis que l'expérience de la consultation sur les ordonnances de cet été nous a un peu échaudés. Nous avons d'ailleurs été très choqués que la ministre annonce devant la CDFI, alors que le CNESER était réuni en assemblée plénière, la nécessité de prérequis et de contrats de réussite comme la solution pour orienter et augmenter la réussite en 3 ans. Je le répète, les prérequis ne sont pas l'alpha et l'oméga de la réussite en licence, et pour le CNESUP, le seul prérequis qui vaille, c'est le bac.
les conditions d'études, l'encadrement, la pédagogie, la motivation, le projet personnel sont également des facteurs de réussite. Et nous ne souhaitons pas être instrumentalisés. Nous ne resterons pas dans ce GT si notre rôle sert uniquement à renseigner ce que veut dire prérequis et contrat de réussite. Alors, concernant le budget, la loi de finances rectificative de juillet 2017 a amputé le budget de l'ESR de 331 millions d'euros. Or, pour accueillir 45 000 étudiants supplémentaires en cette rentrée, c'est justement 450 millions qui auraient été nécessaires. Et du coup, les personnels feront encore cette année les frais de l'intensification de leur mission dû à l'accroissement de leur activité. Entre 2009 et 2016, nous avons perdu 7000 postes de titulaires, dont 774 postes d'enseignants-chercheurs entre 2014 et 2016. Or, en cette rentrée, depuis 2009, nous accueillons 280 000 étudiants de plus par rapport à 2009. Et nous en accueillerons 350 000 de plus, d'après les prévisions démographiques que tout le monde connaît, en 2025. Donc ça va se poursuivre, cette croissance. Il est donc nécessaire de lancer un grand plan de recrutement et d'investissement dans l'enseignement supérieur. Nous estimons ce plan à 6 000 emplois de plus par an et d'un montant de 2 milliards d'euros par an pendant 10 ans. C'est à cette condition seulement que la France atteindra 2% de PIB consacré à l'enseignement supérieur et 1% consacré à la recherche publique. Combien d'étudiants supplémentaires là sont les prévisions démographiques que vous avez dit? Depuis 2009, c'est 280 000 de plus. Ouais, et les prévisions, c'est 350 000 à l'horizon 2025, en plus de nouveau. Pour atteindre environ peut-être un peu moins de 3 millions d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Alors sur ce budget 2018, la CPU avait annoncé qu'en deçà de 250 millions d'euros, l'augmentation du budget ne compenserait pas l'évolution tendancielle des dépenses des établissements décidées par l'État. On pense au GDP, aux mesures PPCR, entre autres. Mais si on ajoute quand même une inflation qui est prévue à autour de 1%, et que notre revendication, c'est à minima quand même que le point d'indice permette de compenser l'inflation, il faut ajouter 200 millions supplémentaires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, sur les 700 millions de croissance, d'évolution du budget annoncé par Frédérique Vidal, il en resterait 250 millions qui seraient à consacrer à une évolution du nombre d'étudiants. Or, on l'a dit, 45 000 cette année, autant l'année prochaine, parce qu'on connaît les effectifs du secondaire, on est très très en deçà, à 10 000 € par étudiant, en moyenne, des besoins pour assurer la réussite de tous. Alors la France, justement, était à la 13e place mondiale en 2013, à propos justement du financement, de l'investissement par étudiant dans l'enseignement supérieur. La dernière étude de l'OCDE, qui est parue en 2017, nous place cette fois-ci à la 17e place. Nous avons chuté. Et les mesures qui sont annoncées là ne nous rassurent pas quant à notre évolution dans ce classement. À cela, il faut ajouter quand même les besoins des laboratoires de recherche pour réduire la précarité et donner des moyens à chacun de mener sa recherche. Alors, la ministre annonce 25 millions d'euros d'aide directe au laboratoire. Si on considère qu'on a environ 50 000 chercheurs et enseignants-chercheurs en équivalent temps plein, ça veut dire 500 € par chercheur par an. Je ne pense pas que ce soit un effet très important pour stimuler et donner à chacun les moyens de remplir ses missions. Alors, on a une augmentation du budget de l'ANR, un maintien aussi annoncé du budget de l'ANR autour de, je crois, 500 millions. Bon, si on a un pourcentage de réussite autour de 10%, ça veut dire que normalement il y aura 100 000 € par chercheur pour mener leur recherche, ce qui fait en fait compte 2 années de contrat doctoral. Rappelons également que quand même le périmètre de ce ministère s'est élargi. Il y a un I maintenant, un MSRI. Donc il faudra avoir l'affectation également des 700 € sur l'ensemble des missions et des programmes.
Et puis rappelons enfin que malheureusement, le budget de notre ministère est rarement exécuté, que nous sommes souvent une variable d'ajustement du budget de l'État, et que donc ce tien de 250 millions d'euros supplémentaires, il faut le mettre quand même en correspondance avec ce que ce gouvernement a fait en juillet, c'est-à-dire nous en reprendre 331. Alors évidemment, la conférence des présidents d'université espère pouvoir mobiliser les fonds du programme d'investissement d'avenir, le PIA. Il y a eu des annonces hier à propos du programme de grand investissement, le PIA, le GPI, le grand programme d'investissement. Alors, je n'y ai pas encore plongé, d'accord, donc je ne pourrais pas encore vous en faire une analyse précise pour savoir qu'est-ce qui relève de quoi. Simplement, les milliards volent un peu dans tous les sens. Le PIA 1 et le PIA 2 cumulés, jusqu'à maintenant, ça représente 850 millions d'euros par an. Voilà. Donc, c'est 6% du budget global de la MIRES. Donc, ce n'est pas non plus l'alpha et l'oméga. Et ça sert essentiellement, rappelons-le, à déstructurer quand même le service public d'enseignement supérieur et de recherche en favorisant les fusions, les restructurations qui, derrière, visent à mettre quelques universités dans le haut du classement de Shanghai, donc construire des universités visibles de Shanghai. Et puis, la contrepartie, c'est d'autre part des universités low cost pour le peuple et les agents en dehors du marché de l'excellence. Donc, on n'a pas non plus de grands espoirs par rapport à ces programmes. Donc, la CSUP-FSU soutient les mobilisations en cours. Emmanuel Macron a quand même affirmé son programme, austérité pour les services publics, baisse des droits des salariés, réduction des impôts pour les plus riches et croissance des aides pour les entreprises privées. Donc le combat contre les ordonnances, il est soutenu par notre syndicat à plusieurs titres. D'abord parce qu'on pense que le droit du travail est une nécessité face à la subordination que subisse le salarié vis-à-vis de son employeur et que ce n'est pas au niveau des entreprises que la négociation est la plus favorable aux employés. Mais aussi, on va dire, par souci aussi d'équité, il est possible que dans quelques années, la suppression des CHSCT, elle s'opère également dans la fonction publique. Or, c'est aussi ces comités qui permettent de révéler l'ampleur de la souffrance au travail dans nos établissements aujourd'hui. Bon, ne parlons pas du contrat sur projet, puisque là, il permettrait aussi d'embaucher des chercheurs sur 8 ans, en CDD. Et puis, enfin, la combativité, elle se porte aussi vis-à-vis de l'ensemble des attaques que subissent les fonctionnaires, parce que l'enseignement supérieur n'est pas le seul quand même à subir toutes ces attaques. Et nous serons évidemment mobilisés le 10 octobre pour revendiquer la hausse du point d'indice, pour revendiquer bien sûr la compensation complète de la CSG, contre le jour de carence et contre le report aussi possible, en tout cas évoqué par le ministre de la fonction publique, des mesures PPCR, puisque la FSU a été fer de lance dans cette négociation. Nous souhaitons qu'elle soit appliquée très rapidement. Voilà pour quelques éléments introductifs. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole donc, à nos camarades de Paris-Saclay pour montrer justement quel avenir il est proposé aux établissements